Bonjour Alexandre, Bonjour Fabien. on va prendre un peu de recul et parler avec une vision de moyen terme. En ce moment, on est pris dans l'actualité très court terme. Le conflit en Ukraine amène de l'incertitude, des décisions quotidiennes. Si on prend un peu de recul, on entend poindre, on entend parler d'une éventuelle récession du fait de l'inflation. Il y a des études qui sortent. Est-ce que c'est un vrai risque d'après toi? Est-ce qu'il y a un vrai climat d'anxiété ou on peut être peut-être optimiste si le conflit se résout? Alors, tout dépend effectivement en très très grande partie de la durée du conflit. C'est vrai que la situation qu'il y avait avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est une situation où les anticipations de croissance pour la zone euro excédaient les 4%. Prévision faite par la BCE et par d'autres organismes, on prévoyait une croissance supérieure à 4% pour cette année. Malgré l'inflation élevée et malgré donc les anticipations de normalisation monétaire des banques centrales. Et c'est vrai que la question de la récession, on n'en parle que depuis quelques jours finalement, depuis fin février, depuis l'invasion de l'Ukraine, le début de l'invasion de l'Ukraine, parce que là, il y a un choc matière première qui est majeur, pas seulement un choc de prix, il y a un choc aussi de risque sur l'approvisionnement en fait, donc les entreprises qui d'un seul coup commencent à paniquer parce que leur visibilité à la fois sur les prix, sur l'approvisionnement devient quasi nulle, et ensuite parce qu'il y a un impact sur le moral des investisseurs, sur les consommateurs, et effectivement on a vu l'enquête ZIU, donc du sentiment économique en Allemagne, avec cet indicateur qui était à 54 et qui tombait en territoire largement négatif, qui est venu presque flirter le sentiment économique en Allemagne avec les niveaux qu'on avait presque au pire moment de la crise Covid en 2020. Des niveaux qu'on voyait déjà lors de la crise des subprimes ou de la crise de la dette. Donc c'est vrai que le moral des investisseurs a changé d'un coup, mais parce qu'il se base aussi sur ce que les investisseurs, les chefs d'entreprise ou autres entendent et voient de la situation géopolitique. Et quand on parlait il y a quelques jours, c'est un peu moins vrai maintenant, mais d'un possible embargo de l'Europe sur les importations donc, de pétrole et de gaz russe, si ça devait escalader encore plus fortement, ça voulait dire effectivement d'un seul coup des restrictions, des pénuries, peut-être quelques blackouts de temps en temps, donc une situation qui était vraiment une situation de tension maximale. Donc je dirais que oui, le scénario d'une récession, il s'est nettement accru. Ça a été le propos d'ailleurs de l'Institut ZIU pour l'Allemagne qui dit que oui, la probabilité d'une récession s'était accrue. Par contre, quand on écoute la Banque Centrale Européenne, notamment, et je pense qu'elle n'a pas tort sur la seconde partie de l'année, c'est vrai que si on fait une estimation que le conflit géopolitique s'arrête à cheval entre le premier et le deuxième trimestre, c'est-à-dire que son impact réel, son empreinte réelle sur l'économie, si ensuite il y a un accord de paix, cessez-le-feu, et que les prix des matières premières, ce qui est déjà le cas au moment où on se parle, le pétrole qui était monté à 140 le Brent, à 130, 140 même pour les futurs, on est retombé sous les 100 dollars, 95 même récemment. Donc si cette tendance continue, finalement on retrouvera des niveaux de prix pour le gaz naturel, pour le pétrole et sur les métaux également, qui étaient des niveaux qu'on connaissait avant le choc géopolitique, et avec niveau avec lesquels certes il y avait des problèmes par rapport au prix, à l'inflation, nécessité donc des ajustements de taux, mais avec niveau de prix avec lesquels l'économie arrivait quand même à fonctionner. Donc je dirais que oui, le schéma d'une récession, il est quand même, il y a un risque qui est surtout localisé au premier semestre, premier et deuxième trimestre. En revanche, si le conflit géopolitique s'arrête, alors il va se solder pour le moment très très progressivement. On a atteint tel degré de sidération, de violence, de sanctions aussi, qu'on ne peut pas imaginer que même s'il y a un cessez-le-feu, tout va retourner à la normale en quelques jours simplement. Mais ce qui compte pour l'activité économique, c'est est-ce qu'on reçoit bien les matières premières, à quel prix, et est-ce qu'on peut toujours produire ce qu'on a envie de produire et vendre à qui on veut vendre à des prix à peu près raisonnables. Et si les matières premières continuent leur baisse, j'allais dire que même si en termes de sanctions ou autres, ça se solde très progressivement avec la Russie dans l'après, tant que l'économie à court terme reçoit ce dont elle a besoin pour fonctionner, normalement l'empreinte sur l'activité économique se fera surtout au premier semestre et beaucoup moins au second semestre, qui devrait avoir à ce moment-là un rebond plutôt dynamique. Ok, parce que l'inflation, déjà elle n'est plus transitoire, ça, on sentait venir de toute façon et c'est complètement confirmé désormais. Maintenant la crainte c'est est-ce qu'elle ne va pas être déraisonnable, outrancière, il y a un terme précis que je cherche. Exagéré, oui. Exagéré, oui. Incontrôlé. Eh bien, a priori, d'après ce qu'on voit ces derniers jours en tout cas, elle est déjà exagérée, c'est-à-dire qu'elle est déjà sur des niveaux... Elle l'a exagérée, elle est déjà exagérée. Et on revient sur des niveaux acceptables. Et j'ai l'impression, mais tu vas me dire, qu'en fait, un bon niveau d'inflation, c'est pas forcément mauvais. Ce qui serait mauvais, ce serait beaucoup trop d'inflation, voire des problèmes d'approvisionnement, etc. Mais si on a juste un niveau d'inflation bon et dynamique,
on a vu là des hausses de salaire, etc. Enfin, tout ça entraîne une mécanique. D'ailleurs, pendant des années, en Europe, on cherchait l'inflation sans la trouver. Donc, du coup, on commence à parler d'éventuelles récessions. Quelle est ta conclusion? Est-ce que c'est probable ou au contraire, on va... Moi, je ne vois pas. Alors, ce qui est le scénario, c'est qu'effectivement, déjà, les banques centrales se sont trompées sur leur anticipation d'inflation, ça c'est très clair. Mais on entend toujours, la BCE par exemple, expliquer que l'inflation va commencer à plafonner, donc forcément, un jour ça va finir par arriver. Mais ce qui est, je pense, plus vrai aujourd'hui, c'est que oui, on va aller vers ce schéma dans les mois qui viennent, plutôt au second semestre, d'une inflation qui va commencer à repartir à la baisse. Le risque que l'on a actuellement, c'est déjà que le sommet ne soit pas complètement atteint, vu ce qui s'est passé sur les matières premières ces dernières semaines, donc ça peut encore spiker un peu sur l'inflation par rapport au niveau du mois précédent. Par contre, ensuite, le scénario serait plutôt celui d'une espèce de plateau qui se mettra en place, d'une inflation qui resterait élevée, avant de commencer à décroître plutôt au second semestre et de poursuivre cette décrue en 2023. C'est plutôt ça qu'on va voir comme scénario, parce que pour que l'inflation continue d'imprimer un rythme aussi fort, notamment celle qui est induite par les matières premières, il faudrait que le pétrole continue de monter au rythme auquel il a progressé ces dernières semaines en fait. Donc là, on voit bien qu'au moment où on se parle, c'est pas tellement la trajectoire. On était à 140, on tombe sous les $100. Il faudrait qu'on reparte à 140, puis qu'on est à 160, 180, 200, et qu'on garde comme ça ce rythme de progression très dynamique pendant encore plusieurs mois pour une inflation qui continue de monter. Je dis, attention, l'énergie, ce n'est pas la seule source de l'inflation. On a quand même vu dans les composantes de prix, notamment aux États-Unis, que l'énergie en Europe aussi, c'est quand même l'énergie qui a la plus grosse part de contribution à l'inflation. Donc, ce serait étonnant, sachant que les matières premières ont déjà pressé des niveaux à la fois de crainte par rapport à l'approvisionnement mondial d'avant Covid, par rapport à une demande qui était extrêmement forte, liée à une stimulation forte de l'économie. Il y avait déjà des craintes sur l'approvisionnement, ce qui faisait déjà grimper fortement le prix des matières premières. L'Ukraine est venue rajouter une dose supplémentaire d'accélération des prix, mais donc on a deux gros, enfin je ne dis pas risques, mais deux événements, très forte demande mondiale et ensuite crise géopolitique, qui ont amené les matières premières, les métaux par exemple, à la fois les métaux industriels, les métaux précieux, surtout les métaux industriels, qui ont amené également le pétrole, l'énergie, le blé également, tout ce qui est commodities agricoles, sur des niveaux qui étaient totalement non prévisibles et qui n'auront pas vocation à rester sur ce niveau-là si ça commence à s'étendre sur la partie géopolitique. Et n'oublions pas aussi que si la question géopolitique, ce qui va être le cas probablement au premier semestre, crée un ralentissement économique, peut-être une récession, la demande va aussi être ajoutée par rapport à ça, ce qui aura un effet aussi baissier sur les matières premières. Donc les mécanismes malheureusement que nous voyons actuellement de stress géopolitique vont aussi avoir probablement un effet sur la demande dans les mois qui viennent, et donc de fait tasser aussi un petit peu certaines formes d'appétit, de spéculation sur les matières premières aussi, donc entraîner derrière une baisse un peu plus mécanique des prix. Voilà, donc il faut quand même s'attendre plutôt à un plafonnement de l'inflation dans les mois qui viennent, et court terme, dans les quelques mois qui viennent, plafonnement et ensuite rechute de l'inflation, mais le risque récessif ne me semble pas être alimenté par l'inflation, c'est le cumul des prix forts qu'on a eu précédemment qui peuvent tempérer la demande. On voit que les confiances des consommateurs aux États-Unis étaient déjà assez basses avant la crise ukrainienne, et donc évidemment ce genre d'événement ne va pas améliorer le sentiment. Donc le sentiment, c'est qu'effectivement on a atteint un petit peu le pic quasiment, je pense, de ce qu'on pourrait avoir en termes de prix, de poussée des prix, et que derrière normalement ça va commencer à se tasser un petit peu. Donc les banquiers centraux vont aussi entrer dans leur politique vers ça. Ils vont devoir procéder aux hausses de taux parce qu'il y a une inflation déjà existante avant la crise Covid, mais je ne pense pas qu'ils aillent trop loin non plus, notamment s'ils sont déjà en train de voir actuellement que les matières premières commencent à diminuer un petit peu. Toute la masse monétaire qui a été créée pour faire face au Covid, il y en a une bonne partie qui n'a pas forcément été déjà investie. Est-ce que tout ça peut fonctionner un peu comme un matelas et de manière générale, si on a un niveau d'inflation élevé, est-ce que ça va contribuer à soutenir le prix des actifs financiers, donc des marchés actions? Est-ce que c'est une logique qui te semble cohérente? Oui, c'est totalement cohérent. C'est-à-dire que la masse monétaire qui a été injectée, la liquidité qui a été injectée et l'accroissement du bilan des banques centrales, on va donner des chiffres concrets. Le bilan de la Banque centrale américaine, il s'est accru de un peu plus de 4 500 milliards de dollars. Donc il y aura une partie qui va être drainée par ce que Jérôme Powell a expliqué déjà. On va avoir une partie du bilan qui va devoir décroître dès cette année. Mais l'histoire nous a montré qu'à chaque fois que la Fed faisait gonfler son bilan, on n'arrivait jamais à le ramener au niveau d'avant-crise. Donc c'est un mécanisme qui restera comme ça tout le temps, et aussi longtemps qu'il y aura des hommes sur Terre, j'ai envie de dire, aussi longtemps que la Fed existera. C'est-à-dire que ça marche par cliquet, vous allez accroître la taille du bilan, vous allez la diminuer, mais pas aussi fortement que le 1 pour revenir sur le niveau précédent. Il y aura des effets comme ça de marge d'escalier. Donc ça, effectivement, ça va continuer à soutenir la demande. L'épargne qui a été constituée n'a pas été complètement consommée, ça dépend des pays, mais pas tellement consommée. Pas oublier également que
que le fait qu'il y ait eu beaucoup d'activités économiques ces derniers temps, on voit également donc, aux États-Unis les hausses de salaire, on a très bien vu qu'il y a une tendance qui s'était mise en place et qui pousse la Fed à agir vite, mais on voit aussi qu'en Europe, ça frémit. C'est beaucoup moins fort qu'aux États-Unis, mais on est quand même sur une trajectoire de petite progression des salaires, et donc on n'est pas sur le schéma inverse, et on n'est pas sur une baisse des salaires ou des phases de licenciement ou autre. Donc il y a de l'embauche, des salaires qui progressent, un schéma économique qui était bien orienté vers la crise géopolitique. Tout repousse cette crise géopolitique en fait. Plus vite elle s'arrêtera, bon, c'est un peu logique de dire ça, mais plus vite, tout retrouvera son fonctionnement normal, soit les marchés financiers, le fonctionnement des banques centrales, les niveaux de consommation ou autres. Donc vraiment le point central de ça, c'est quand même la question géopolitique, parce que ce qu'il faut voir, c'est que les craintes qu'on avait avant cette crise géopolitique, c'est des craintes effectivement sur une inflation trop élevée, des problèmes d'approvisionnement pour les entreprises, qui arrivaient notamment des craintes qui arrivaient de la Chine, qui avait toujours une politique zéro Covid très très forte avant les Jeux Olympiques. Et regardez ce qu'on voit sur la Chine là, depuis quelques jours, semaines maintenant. On voit un nombre de cas qui s'envolent, qui montent nettement. C'est la traduction de quoi? C'est la traduction que la Chine, après les Jeux Olympiques, à desserrer les teintes de la politique zéro Covid. Donc forcément, ça entraîne des contaminations, ce qui est logique, que d'autres ont déjà eu en Europe, aux États-Unis. Donc eux, ils arrivent là-dedans avec un peu plus de retard. Il y aura une vague. La vague, on le voit, entraîne des confinements. Mais cette vague finalement de contamination, je dirais qu'elle est négative à court terme parce qu'elle va encore un peu freiner l'activité économique de la Chine. Mais à moyen terme, dans quelques mois seulement, et pas dans 10 mois, je pense dans 1 mois et demi, 2 mois, ça commencera à devenir un atout, parce que ça veut dire que ces contaminations sont le signe aussi que la circulation des personnes est beaucoup plus importante. Et si la circulation des personnes est importante, la circulation des marchandises le sera aussi. Et donc ces problèmes qu'on avait avant la crise géopolitique, notamment ces problèmes logistiques mondiaux qui participaient à la rareté des matières, des produits, des composants ou autres, eh bien là on est en train, je pense, de commencer à atteindre un petit peu le pic de tout ça aussi, et ça va se fluidifier au niveau de la logistique mondiale, et ça devrait notamment arriver par cette détente qu'on a sur la Chine, qui a d'ailleurs annoncé, là où on se parle, cette nuit, qu'elle allait commencer à prendre des mesures pour soutenir l'économie au premier trimestre, qu'elle invitait en gros les investisseurs à accroître leur position sur les actifs chinois, que des mesures seraient prises pour régler les problèmes ou soutenir la question de la promotion immobilière, donc pas sauver les groupes qui ont fait n'importe quoi, mais en gros éviter que ça craque sur le front immobilier, où là ça devrait être plus incontrôlable. Donc on sent que la Chine essaie vraiment de soutenir tout ça, donc c'est plutôt des choses positives à moyen terme, clairement. Intéressant. Alors pour conclure, je te propose de dresser des perspectives pour les mois à venir. La dernière fois, c'était en fin d'année et tu disais t'attendre un retour de la volatilité en 2022. On est en mars et on le voit, le niveau de volatilité est élevé. Bon, il y a un événement exogène que vous ne pouvez pas prévoir qui en est la principale cause, mais le fait est que la volatilité, on a un VIX qui est vers 30, peut-être qu'on est repassé un peu en dessous là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre là, pour les mois qui viennent, voire pour le reste de l'année? Est-ce que la volatilité devrait rester à ces niveaux qui sont quand même assez élevés, 30 c'est quand même quelque chose d'important? Est-ce qu'on reviendrait vers 20, voire moins? Ça semble bien, mais probable. Comment tu sens en tout cas Alors c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était parlé, c'est vrai que nous, le schéma qu'on anticipait, c'était celui d'une consolidation pour les indices européens, avec des drawdowns possibles, pour les marchés américains. Donc les drawdowns, c'est des écarts entre les points hauts et les points bas de l'ordre de 10 à 15%. C'est ce qu'on a observé dans la phase de tapering 2014-2015 de la Fed. Donc on tablait là-dessus. En amont évidemment d'un choc géopolitique. Donc c'est vrai que là le choc géopolitique nous a amené pas à des moins 15, on est plutôt sur l'Europe entre des moins 20 et des moins 25, avec une volatilité qui effectivement, tu l'as dit, est montée à 49 sur le DAX. Donc, alors moins sur les US. Spécifiquement sur le mais DAX, c'est bien que tu m'aies fait la parenthèse sur les US. Pourquoi? Parce que on a vu que cette crise était une crise qui touchait aussi beaucoup l'Europe, la proximité avec la Russie, les dépenses commerciales, et on a vu quoi? On avait des choses assez rares qui sont que la volatilité du DAX à un moment donné était assez décorrélée de la volatilité des marchés américains et donc du VIX pour le S&P. On avait le pic donc, de la volatilité du DAX qui est monté à 49, alors que le pic de vol sur le VIX, donc pour les marchés américains, c'est aux alentours de 38. Donc il y avait quasiment 10 d'écart, ce qui est très rare entre la vol DAX et la vol S&P 500, ce qui montre bien que c'est une thématique, effectivement, je ne dis pas qui est que géographique à l'Europe, mais qui impacte quand même moins les États-Unis, notamment. Et donc, soit qu'on peut s'attendre, effectivement, déjà au moment où on se parle, on a une volatilité du S&P qui est tombé un petit peu sous les 30. Il y a peu de vraie panique en fait aux États-Unis, c'est ça qui est important. Un VIX à 37-38, c'est beaucoup. La panique, c'était le VIX à 80-90 du Covid par exemple.
ou des subprimes. Voilà, ça c'était la panique. Donc on ne peut pas vraiment considérer qu'il y a une sorte de capitulation sur les marchés américains. C'est ça qui importe. Autant sur l'Europe, oui, on a quand même vu des mouvements très très brutaux avant que ça rebondisse un petit peu la semaine dernière. On avait vraiment des trous d'air, des gaps assez monstrueux. Sur l'Europe, sur les États-Unis, on n'a pas eu ce sentiment-là. Non. Donc ça pourrait ouvrir la possibilité d'une phase sur les États-Unis qui soit pas cassante en fait, où on commencerait à assister dans les semaines qui viennent à des formations de bottom. Alors, bottom, c'est pas forcément au point près, hein. Ça peut être des phases un petit peu arrondies comme ça, qui seraient peut-être en train de se former au moment où on se parle, où on a pas mal corrigé, de l'ordre de plus de 15%, entre 15 et 20%, et à un moment donné où les indices n'ont pas vraiment d'arguments pour aller beaucoup plus bas en termes de perspectives, de résultats, de valorisation, de niveau d'inflation ou autre. Et on pourrait commencer à assister à des formations de creux en fait comme ça, qui éviteraient les scénarios de capitulation. Et moi je pense que sur l'Europe, on a aussi des probabilités assez élevées d'avoir touché des points bas la semaine dernière, quand le pétrole est monté à 140 sur l'Europe, là, quand il y a vraiment cette crainte, parce que les indices qui étaient à moins 25 ou moins 24 pour le DAX, par exemple, par rapport au sommet de janvier, ça se faisait aussi lundi dernier. Il faut bien se souvenir qu'on pensait que l'embargo européen sur les importations gaz et pétrole russe était une vraie possibilité. Or, on a entendu les discours dans la foulée de l'Allemagne, des discours de responsables européens qui semblaient écarter cette hypothèse-là. En gros, on est prêt à armer l'Ukraine, mais couper les importations de pétrole et de gaz, l'Allemagne dit on ne pourra pas le faire parce qu'on est trop dépendant. En fait, l'Allemagne le reconnaît. Hein. Donc ça a éloigné l'hypothèse de l'embargo brutal et qui allait effectivement plonger l'Europe dans la récession immédiate. Donc il est possible de se dire que si les indices ont touché moins 24, entre moins 20 et moins 25, on va dire, sur ces craintes-là, si elles ne se matérialisent jamais, ces craintes, et qu'on va avoir un cessez-le-feu dans le jour ou les semaines qui viennent, normalement les points qu'on a touchés, donc les points bas CAC et DAX, là il y a à peu près une semaine, ça pourrait être effectivement des points bas et ensuite on aurait une phase de consolidation entre les zones records de janvier et ces points bas donc touchés là début de semaine dernière par exemple. Et ça me semble être le scénario à retenir. Voilà, je pense qu'un max drawdown comme ça de 20-25, ça devrait pricer correctement le risque subi parce que des indices qui perdent 20-25, ils anticipent des replis massifs de bénéfices d'entreprise et ils anticipent aussi une partie de récession. Donc c'est un peu ça déjà les craintes formulées par certains instituts économiques ou autres. Donc les indices ont déjà pricé une bonne partie de ça. Alors qu'à la marge on retouche un peu les supports, c'est possible, mais qu'on tape ces supports et qu'on parte encore 20% en dessous, ça ce sera le cas si effectivement il y a un embargo, s'il y a un risque de conflit nucléaire, ce genre de choses là oui. Mais si on s'arrête là, entre guillemets, et qu'il n'y a pas d'escalade, ou plutôt on va avoir une désescalade, donc ces supports-là touchés là début du mois de mars, devraient être les supports définitifs donc, pour le CAC et pour le DAX, et ça c'est plutôt mon scénario de base. Voilà. Le scénario de base c'est quand même plutôt une désescalade qu'une escalade. Je pense que les sanctions font un mal incroyable à la Russie et la Russie ne peut pas l'admettre. Hein. Évidemment on ne va pas reconnaître que ce que font les Occidentaux ça porte un coup très dur, mais le coût de la guerre a été estimé à plusieurs milliards par jour, même s'ils encaissent des revenus de pétrole de 700 ou 800 millions d'euros par jour, tous les calculs montrent que ça ne couvre pas en fait, tout simplement la capacité de fonctionnement de l'économie russe, les réserves de la Banque centrale russe sont gelées, les banques sont fermées, les boîtes occidentales réduisent ou arrêtent leur activité en Russie. C'est une économie qui ne pourra pas tenir 3 mois à ce rythme-là. C'est déjà une récession assurée. Donc c'est ça qui me fait dire que l'hypothèse d'une escalade d'un conflit, je dis encore une fois, ne jamais dire jamais, et espérons que ce ne soit pas le cas, mais si on parle des conséquences économiques pour la Russie, elles sont déjà énormes. Donc vouloir aller encore plus dans un conflit, ce serait une perte de contrôle totale de la situation de la part de la Russie, une fuite en avant qui serait évidemment très dangereuse pour tout le monde. Est-ce que c'est le plus probable? S'il y a de la raison politique là derrière un petit peu, normalement on va plutôt faire une désescalade qu'une escalade. C'est précis et donc c'est un biais plutôt optimiste en tenant compte de toute cette incertitude. Ouais. En tout cas, de chercher à plutôt profiter des points bas quand c'est possible et en s'adaptant au contexte politique pour le coup et en tout cas Oui, et il y a un élément que je voulais dire également, c'est que là, les multiples du CAC aujourd'hui sont autour de 12. Pareil pour le DAX, 12 fois les bénéfices ont été montés bien plus haut dans les phases précédentes, donc les multiples ne sont pas excessifs. Si l'empreinte économique de cette crise ne devait pas perdurer trop longtemps, donc les multiples sont plutôt intéressants. Et un autre élément, c'est que la Chine aussi a beaucoup à perdre dans cette crise. C'est-à-dire que la Chine est un allié de la Russie depuis pas mal de temps, et il est tout à fait possible que la Chine joue un rôle d'apaisement, parce qu'on le disait tout à l'heure, la Chine, elle s'est
auto-contrainte pour ces Jeux Olympiques, fermer, enfin, limiter la circulation des gens pour éviter qu'il y ait une épidémie avant les Jeux Olympiques. Il fallait que l'image des Jeux Olympiques soit parfaite aux yeux du monde entier. Ça a eu un prix d'un point de vue économique, ça. Donc la Chine, désormais, elle doit courir après sa croissance. Elle a fixé un objectif à plus de 5% pour cette année. Elle va devoir courir après maintenant parce qu'elle a un retard. Et donc, elle ne pourra pas atteindre cet objectif si la Russie poursuit ses actions en Ukraine qui ont des impacts récessifs sur l'Europe et donc potentiellement sur le reste du monde. Donc je pense qu'aussi le fait que la Chine soit cette phase où elle a besoin d'une croissance maintenant et pas dans 6 mois, ça peut aussi favoriser une résolution du conflit plutôt rapidement et ne pas laisser la Russie enterrer tout le monde dans une récession mondiale. La Chine aurait beaucoup à y perdre malgré le fait qu'elle soit un allié de la Russie. Merci Alexandre. Avec plaisir, très bien. Merci à toi. On se retrouve bientôt. Avec plaisir.